je veux prendre en photo, vous pouvez le passer. Ça, le lien avec le magnétisme, c'est ce que je vous disais. Il y a 2 ans, le magnétisme, c'est les mains, hein, pas compliqué. On a des chakras dans les mains, on active les chakras dans les pieds, on sent qu'on active les chakras dans les mains, ça s'apprend. Barrer le feu, rien de plus simple. Tout le monde s'inscrit à ma formation pour barrer le feu, on y passe exactement 2 minutes sur 7 week-ends. Bon, voilà. Et puis, une fois que les chakras ici sont activés, on peut magnétiser. Donc, souvent, ça intrigue les personnes. Mais en fait, une fois qu'on a compris ce concept et qu'on sait répartir nos énergies et qu'on sait limiter notre énergie, tout le monde peut magnétiser. Poser les mains quand on fait un câlin, etc. Par contre, ça nécessite de savoir dompter le mental. C'est plus dur. Méditation, pranayama, exercice de respiration. Je fais monter, je fais descendre. Tous ces exercices-là qui ont pour but, ou la respiration consciente, la cohérence cardiaque, qui ont pour but de répartir correctement les énergies, nous renforcer pour pouvoir ensuite utiliser ces capacités. Alors personnellement, je ne comprends pas les personnes qui sont énergéticiens, thérapeutes dans l'énergétique et qui ne font pas de yoga ou de cohérence cardiaque ou de pranayama ou de méditation. Je trouve ça même dangereux. Parce que pour pouvoir donner aux autres, il faut déjà savoir se recharger. D'ailleurs, quelle est la différence entre un magnétiseur et un bioénergéticien? Le magnétiseur, c'est quelqu'un qui, souvent, s'il s'est auto-formé, va donner sa propre énergie. Autant dire qu'il va se vider rapidement. Un bioénergéticien, c'est quelqu'un qui apprend à ouvrir ses capacités médiumniques. Et comme un bon feignant, moi je dis toujours que je suis une grosse feignasse, je pose ma main, mais c'est pas moi qui bosse, c'est eux. Moi, c'est le Reiki. Alors, le Reiki, tu es sur une fréquence japonaise. Ce que je trouve très dommage, c'est qu'on a des super belles fréquences en France. Chaque année, j'ai des personnes. Alors, j'ai acheté tous les livres de la formation du Reiki, je me suis pensé non. Je ne suis pas fan. Mais après, ça, c'est mon opinion personnelle. Et d'ailleurs, je vais te dire, j'ai chaque année au moins 3 ou 4 personnes qui sont formées au Reiki. Et qui, une fois qu'ils ont compris qu'en fait, ils sont sur des fréquences, entre guillemets, françaises, donc un peu plus celtiques, on est sur d'autres vibrations. Alors, en soi, c'est pas grave hein, de faire du Reiki. Après, le petit souci du Reiki, c'est qu'on forme peut-être les gens un peu trop rapidement. Mais bon, ça serait peut-être le petit reproche que j'ai à faire. Moi, je suis une fervente défenseuse de notre savoir à nous, en fait. Je trouve ça dommage qu'on oublie notre spiritualité. Les Français, on a besoin, alors je vous donne mon petit secret, hein. Je fais venir plein de gens avec le chamanisme mongol, amérindien, etc. Mais la réalité, c'est que mon rêve ultime, c'est que tout le monde se reconnecte à notre savoir à nous. On vient d'un pays où la médiumnité et le magnétisme des barreurs de feu, les Celtes, les druides, les druidesses, c'est omniprésent. Pourquoi on l'oublie? Il n'y a pas besoin d'aller chercher des techniques japonaises. On en a plein aussi. Et des belles en plus. Des très très belles. Les Alpes, il ne faut pas oublier. Et j'en parle parce que pendant 15 ans, je suis allée chercher à l'extérieur. Donc quand je suis arrivée au Québec, j'ai cru que j'étais amérindienne. Quand j'étais en Australie, je me suis dit, j'ai dû être aborigène dans une autre vie. Quand j'ai passé ma formation de prof de Qigong, j'étais persuadée que j'étais chinoise. J'aurais lu le Coran, clairement, j'aurais été musulmane, vraiment. Et puis en fait, j'ai compris que c'est mon prof de yoga qui m'a fait réaliser, hein, parce que sinon j'aurais continué tous les pays du monde. Il m'a dit juste une chose. Ok, t'es allé chercher toutes les cultures spirituelles, tu t'es abreuvé du bouddhisme, de l'hindouisme, c'est génial, et j'adore, hein, tu continues. Mais où est-ce que tu as décidé de t'incarner? En plus, ça sonne fabuleux. La plus jeune médium dans toutes les saintes, c'est la plus jeune sainte médium, qui a d'ailleurs été lapidée à cause de sa médiumnité. Donc je pense qu'on a oublié qu'ici, là, il y a une richesse incroyable. Et moi, j'essaye vraiment de ramener... Il y a quelqu'un ici qui était au voyage celtique? Ah bah oui, tiens, tu peux nous faire ton petit partage? Alors en plus, bretonne. Non,
les as tous faits quasiment. Je fais beaucoup, oui. Non, mais entre tous les VHAV que j'ai pu faire, oui, on a pu voyager dans différents lieux, on va dire. Et c'est vrai que pendant le VH Celtic, on avait plus. Dans l'ensemble de la salle, c'était des filles qui voyaient des merlins, qui étaient dans des ambiances de grosses ténèbres. C'était magique. Ah oui, c'était féerique. Dans tout ce que chacun avait vécu de son côté, tous les ressentis étaient liés dans À la magie 7. au monde celtique. Mais c'est à chaque fois différent. J'avais fait aussi sur mongol et la plupart des personnes étaient vraiment dans la yourte présente. Moi, je ne peux pas parler pour moi parce que souvent je fais des blackouts. Moi, je suis plus là, je dors. Et Parce qu'elle est là, Audrey. Elle sait ce qu'elle doit faire. c'est pour ça que j'ai Tu oublié. n'es pas la seule, hein. Ouais. Comme Karine. Hein, ça t'a parlé, j'imagine. Bien Emmanuel, t'es où? En chemin. Mais vers le haut ou le bas? J'essaie de redescendre. Tu sais où tu te situes? Hein? Ça commence à fonctionner. Ah bah, Ça veut dire que je suis en chemin. heureusement, parce que tu es persévérante dans tes pratiques. Moi, je me vois bien à droite. Ici? Oui. Ouais. On peut à gauche. Là? Ah oui, bah oui. Eh oui, c'est sûr. JB? C'est vrai? Moi aussi, bah moi je te le dis. Hein, Arlène? Je sais pas. Non? Peut-être. Tu passes pas d'examen? C'est ouvert le repli. T'es là-bas. Et alors, excuse-moi, C'est Nadia. Oui, Nadia, pardon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que tu es plutôt au milieu. Mais en chemin. Moi, je suis le premier. Je sais pas, je dirais ouais. Moi, je pense le deuxième. Ah, attends, excuse-moi, il y a quelqu'un derrière toi. Il est au milieu, je crois. Au milieu? Au milieu ou en train Qui a envie de monter. Bah, je suis l'aînée. Je suis l'aînée. Je suis en train de monter. Ah, ouais. Ouais. Pour ça. Ouais. Ça a besoin de s'exprimer, ouais, ça bloque. Chakra de la gorge, tu sais, c'est le chakra de la guérison. Une fois que c'est exprimé, c'est bon. Et c'est le plus dur. C'est le dernier chakra dans la physicalité. Après, on est dans le subtil. Continue. Monte. Et cervical, c'est les mémoires transgénérationnelles. C'est le même chakra, hein. Thyroïde, cervical, larynx, pharynx, corde vocale. C'est accorder notre guitare pour que ce qui sorte soit réel et soit équilibré. Et ici, on a les secrets de famille. Donc c'est un gros chakra. Mais une fois qu'il est débloqué, celui-là, ça s'ouvre. Ouais, je pense que je suis deux aussi. Ah ouais? Ouais. Ça y est, je me souviens de toi. Ça y est, je viens de tilter là. Ostéopathe? Ah oui, oui. Ouais, c'est bon. Ah bah oui, sans aucun doute. Oui, mais parce que tu as vécu quelque chose aussi. Tu as vécu quelque chose qui t'a ramené vers le bas. Elle n'est pas ostéopathe, hein, je précise. On a juste eu une discussion autour d'ostéopathie. C'est ça, hein? Oui, oui. Ouais, ça y est, je me souviens. Bah oui. Oui, mais par traumatisme. T'es pas l'aîné. Si. Si aussi, là. Ah, les aînés. Les aînés, les petits derniers, ceux du milieu. Et Sandra? Là-bas? Ouais. Et maman? Plutôt au milieu. Hein? Au milieu. Je sais bien. Non, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, le fait de croiser les mains, elle ne veut pas y aller. Ni en haut, ni en bas, il y a un truc où elle ne veut pas encore. Il y a un blocage. Bon, on en a tous. Quelqu'un qui vous dit, moi j'ai tout guéri, j'ai pas de blocage. Non, ça n'existe pas, ça c'est sûr. Si, ça doit exister, mais je pense qu'ils sont dans un. C'est ce qu'on appelle les brahmanes. C'est des gens qui ils ont un peu besoin de manger pour vivre. Leur énergie vitale leur suffit. C'est pas notre cas, en tout cas. Bonsoir, allez, on est là.
Donc vous voyez, hein, vous arrivez plus ou moins à vous repérer et ça vous donne une trajectoire à prendre. Je vous dis pas, alors même sans parler de la médiumnité, c'est-à-dire si on est là et qu'on n'a pas envie d'y aller, inévitablement, de toute façon, les êtres humains doivent s'élever. On doit y passer. Nous, on est une génération de transition, on a signé pour tout nettoyer, il faut y aller. Et puis, il faut le faire pour nos enfants. Donc, il faut s'élever spirituellement, il faut juste faire attention, parce qu'en ce moment, il y a, alors, on va parler d'un truc un petit peu moins rigolo, mais une personne qui est encore plus là-haut et qui continue sur le chemin de la perchitude. À votre avis, ça donne quoi au final? Quelqu'un qui est extrême. Quel type de personnalité ça peut développer? De quoi? Ouais, ça peut être. C'est pas ce que j'attendais, mais oui. Non, mais je cherchais d'autres types de personnalités. Borderline? Non. Cherchez plus haut. Je le dis souvent dans mes cours de yoga. Les chefs de secte. Ah ouais. J'ai djihadistes. Des gens qui vont tuer des gens pour un dieu. Alors ok, moi je crois en Dieu, il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas qui il est. Je pense que Ganesh, Bouddha, Krishna, ils ont le même Dieu. Donc il y a une source là-haut. Je ne sais pas si c'est une femme, un homme, une personne, une source, une étincelle, je ne sais rien. Je crois en quelque chose de grand. Par contre, je ne vais pas aller tuer des gens qui n'ont pas les mêmes croyances que moi. Ça, ce sont des gens qui sont tellement déconnectés de leur physicalité, qui sont dans une espèce de névrose ou de psychose, au point d'aller tuer des gens. Mais attendez, on est dans une ère spirituelle, mais le problème de l'être humain, c'est qu'il faut qu'il aille dans les extrêmes avant de se stabiliser. On voit bien qu'en ce moment, en sortant de la spiritualité, c'est n'importe quoi. Hein. Et je suis passée par là. Alors, j'ai pas ouvert de secte. Par contre, je suis rentrée dans des états de psychose par rapport à la nourriture. C'est-à-dire que j'étais, quand ma fille est née, je suis devenue végane. D'ailleurs, je suis encore très chiante sur la nourriture, je pense. On me le dira. Mais en fait, j'étais persuadée que, et je le pense encore un peu, mais maintenant je suis moins là-dedans. C'est-à-dire que j'étais vraiment végane, je méditais, je faisais 15 kilos de moins qu'aujourd'hui, du yoga, machin, etc. Et j'étais persuadée que tout ce qui était viande, produits non bio, etc., allait me tuer. Donc c'est même pas je mange bio parce que j'ai envie de manger bio, c'est si j'en mange, je meurs. Vous voyez, parce que j'avais basculé dans un extrême. J'étais dans la cuisine pure, sauf que quand tu as un bébé, tu ne peux pas manger des germes toute la journée. Un bébé a besoin de manger autre chose. Donc je voulais l'allaiter, mais c'était très compliqué, je n'avais pas les apports nécessaires. Et puis autant vous dire que quand je suis rentrée en France, ça a splitté. Premier apéro, vas-y, sors le saucisson, sors le ricard, le machin, le bidule. Puis après, je me suis stabilisée. Je dis non, mais en fait, je peux consommer de la viande, mais je vais le faire intelligemment, je vais aller chez les producteurs une fois par semaine, etc. etc. Je suis avec un rugbyman, alors autant vous dire que c'est un peu la bataille de ce côté-là, mais vous voyez, j'étais dans un extrême. Et j'étais montée dans un extrême spirituel. Pendule tout le temps, oracle tout le temps, vegan, machin, plus je purifie, plus je vais monter, plus je vais monter, plus je vais monter. Mon frère, ingénieur, il est là. 10 ans de plus que moi, il me dit je comprends pas comment tu gagnes ta vie. Et l'autre jour, il m'a dit mais t'es sûr que c'est pas une secte que t'as ouvert? Je dis écoute, je te jure, je force personne à venir. Et je gagne ma vie, ok, mais vous repartez, vous avez vos convictions, et il se peut qu'on se revoie jamais, et c'est très bien comme ça. Donc non. Mais par contre, lui, il manque d'un peu de douceur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, quel type de personnalité ça peut donner? Dans les pires cas, là, j'ai parlé des djihadistes, là, égocentré, ouais, Trump, Macron, tous ces mecs-là où on ne comprend pas. On est là, mais regarde, tu viens vraiment de voter cette loi-là, 49.3 dans tous les sens, machin, c'est pas possible. Mais je vais vous partager un petit truc qui m'a vraiment choqué pendant mes études de yoga, mais qui m'aide un peu mieux à comprendre Trump. Il faut savoir qu'il y a 5-6 ans en arrière, je travaillais avec une ostéopathe qui m'a dit
puis, bon, voilà, quand il est passé, je me suis souvenue de nos discussions, je me suis dit, putain, c'est pas possible. Puis, comme tout le monde, hein, j'ai flippé, j'étais pas bien, machin, enfin, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe, c'est un truc de fou. Et je me suis souvenue d'un moment dans des études de yoga, où avec mon prof, on parlait des éveilleurs de conscience, donc des gens qui viennent s'incarner sur Terre pour faire vivre des choses aux gens, et il nous lâche une bombe. Et il faut dire qu'on était pendant 4 ans une classe de 15 filles hein, quand même. Donc il faisait attention à ce qu'il disait sur le féminisme, etc. Parce qu'on était encore élèves, hein, on était encore un peu en mode. Et il nous dit, vous savez, l'un des plus grands éveilleurs de conscience de ce monde, c'est Hitler. Et là j'ai cru que j'allais me lever et que j'allais me barrer, clairement. Mais je l'écoute parce que je sais qu'il a une manière de voir la vie qui est différente, qu'il a beaucoup étudié ce qu'il sait. Il me dit voilà, ok, alors ça c'est de la philosophie yogique pure, hein, c'est-à-dire que c'est de la spiritualité pure. On prend un initiateur de conscience, cette personne a fait un génocide, ok, c'est vraiment horrible, mais le nombre de personnes qu'il a tuées par rapport au nombre de personnes que ça a éveillées derrière, c'est ce qu'on appelle les éveilleurs de conscience. C'est des gens qui viennent taper dur en incarnation, parce que c'est énorme, hein. Donc c'est quelqu'un malgré tout qui a quelque chose de pur en lui, même si on a du mal à le croire. Mais il a quelque chose à l'intérieur de lui qui ne change pas. Qui vient, il pose une bombe, il se barre. Mais il a éveillé des consciences. Donc j'ai réfléchi toute la semaine, j'ai eu cette discussion-là avec ma fille cette semaine, en me disant, punaise, autant parce qu'on parlait de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, puis je disais à Sohan, même ça à l'époque, il n'y avait pas en plus les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes écologiques, le réchauffement climatique. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il est en train de poser une bombe sur toutes les sphères, économiques, sociales, etc. Et bien qu'il la pose, sa bombe. Ça va être lumineux derrière, hein, je vous le dis. Si vraiment c'est ça. Je sais pas, hein, je vous fais le retour de. J'ai pas d'opinion là-dessus. Je me dis, ok, il va peut-être foutre la merde et puis derrière ça va être mieux, j'en sais rien. Pour l'instant, on est dans le noir, hein, donc on est tous dans une espèce d'ombre, on a une espèce de filtre devant les yeux qui est un peu difficile. Mais en tout cas, sachez que dans le monde des perchés, des médiums, il y en a plein qui vraiment mettent une pièce sur Trump pour faire péter. En fait, ce qu'il dit, c'est que plus il va aller loin, plus les gens vont se réveiller et plus enfin on va se bouger. Parce que la réalité, c'est qu'on a un peu tous cette même colère à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on n'a pas pris le temps de se retrouver. Et ils sont 1%, on est 99%, on ne fout rien, clairement. Donc peut-être que c'est lui qui va faire en sorte qu'on va enfin se retrouver. Moi, je préfère croire à ce scénario personnellement, mais après, ça c'est là, on est dans. Alors, moi, je vous parle de ça, on s'entend que quand j'ai appris ça, j'étais en 3e année de yoga, ça me sait, là, je vous balance ça comme un spectacle. Vous l'accueillez pas, c'est pas grave. Mais c'est pour vous donner une autre vision du truc. On verra. On se revoit dans un an, on refait une conférence de bilan, etc. Ok. Pour terminer, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, alors, à votre avis, donc aller explorer l'inverse de qui on est. À votre avis, quels sont les outils du coup? Ah oui, un truc super important qu'il faut que je vous dise. À votre avis, quels sont les outils pour aller explorer l'inverse de qui on est? Sortir de cette zone de confort. Avec quels outils? Ah, les outils. Ouais. Méditation. Aller à l'intérieur de nous-mêmes, quoi, déjà. Aller voir. Donc, est-ce que vous pouvez le faire tout seul? Est-ce que vous pouvez le faire tout seul? Apprendre. Quelle heure il est? Ah, ça va, je suis dans le timing. Je vais juste vous montrer un. Je peux effacer? Je vais terminer par un petit tableau que vous compreniez mieux. Ça, c'est de la philosophie yogique, hein, pure. Donc, il y a le yoga, la méditation, le qigong, les thérapies, faire des promenades, jouer de la guitare, faire du dessin. Tout ce qui peut vous faire vibrer et vous ramener à votre être, en fait. Mais, tout
tout en sachant, par exemple, les personnalités comme vous devez vous mettre à faire de l'art, cours de dessin, poterie, tout ce qui va vous faire activer l'hémisphère droit cérébral. Moi, il faudrait que je prenne des cours particuliers de maths. Mais tu vas t'arracher les cheveux. J'ai ma fille qui est en CM2, elle est venue dire accès. Je dis non, va voir ton père, je peux pas. Non, j'ai un très très gros problème de dyscalculie et j'ai la phobie des chiffres. Hein. Même pour les dates de naissance de mes enfants, je dois être très très concentrée. Donc, c'est quelque chose que. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Mais ne vous dites pas que c'est juste méditation et tout. En fait, tout peut être. Tout peut être. Moi, j'ai décidé de devenir chef d'entreprise. Pour une perchée, c'est compliqué. Et heureusement que j'ai une assistante, heureusement que je m'entoure de comptables, etc. Parce que c'est fini. Il s'arrache les cheveux. Hein. Et ouais, mais là, t'as payé, elle est où la facture? J'en sais rien. Et puis on s'en fout. Ouais, mais Val, la TVA va tomber. Ouais, mais je m'en fous. Enfin, vous voyez, c'est compliqué. Donc moi, ça m'a dit, ça manque. Et on le sent là, c'est bien dur. Ça manque. Vous voyez? Du coup, je vais vous expliquer une dernière chose. Je vais essayer d'aller vite. Le dharma, vous savez ce que c'est le dharma? Non. Ah, je me trompe de mot. Ah non, si je commence par celui-là. Non, c'est le karma, pardon. Qu'est-ce que c'est le karma pour vous? La raison pour laquelle on est là. Hein? C'est quoi? La raison pour laquelle on est sur Terre. Qui c'est qui a dit ça? Non. Pas du tout. Oh, si tu restes dans le karma, ma pauvre, tu vas souffrir toute ta vie. C'est pas ce qu'il faut connaître d'abord. Ah ben non, mais alors t'en as plein. T'en as pas un. T'en as plein. Par exemple, moi j'en ai un. Ma fille pourra vous dire. Si je fais des petits pois, je sers tout le monde, mais je ne peux pas m'empêcher d'en laisser 5 ou 6 dans la casserole. C'est un joke, ça. Non, c'est un karma. C'est un schéma karmique qui fait rire tout le monde, mais qui est en fait dû à la peur du manque. Donc j'en garde tout le temps de côté. Et en fouillant, je me suis rendu compte que ça venait de mes deux grands-pères qui étaient en camp de concentration et qui avaient peur de manquer de nourriture. Ça, c'est un schéma karmique. Et c'est un schéma qui se répète. Je sors avec un mec qui me bat, je trouve le courage de le quitter, je me remets avec un mec qui me bat. J'ai un boulot qui m'épuise, je trouve le courage de démissionner, je me remets dans un boulot qui m'épuise. Et jusqu'à ce que je tombe malade. Et puis après, je comprends qu'il y a un truc qui va pas et que j'amorce un changement. C'est ce qu'on appelle des schémas karmiques. Le karma, c'est ce qu'on appelle l'association répétée en sanskrit, ça veut dire. Ça se répète tout le temps. Et ça amène à deux autres mots. Alors, c'est pas grave, ça c'est du sanskrit. Mais l'association répétée, ça, donc quand on vient sur Terre, on est tous dans le karma. Hein. D'accord? Alors, quand on dit ouais, c'est ton karma machin, la plupart des gens ne savent pas du tout ce que ça veut dire. C'est comme quand tu vas à l'hôtel à Roissy, puis que sur les portes c'est écrit ouvrez vos chakras. Ça me fait rire. Ok. C'est qui l'architecte qui connaît les chakras, la Formule 1 de Roissy, tu vois? Ça m'a fait rire parce que c'était vraiment écrit sur les portes. Donc, association répétée. Donc, au départ, on est tous là-dedans. Ok? Ça, c'est toutes nos blessures qu'on a, individuelles, familiales, transgénérationnelles, etc. Ça amène inévitablement à deux choses. Une, on appelle l'ignorance. Donc, l'ignorance, c'est je ne sais pas qui je suis, je ne me connais pas. Je reste ancré dans un brouillard. Dans des schémas qui se répètent, mais je sais pas qui je suis. Vous voyez ce truc-là? Et, inévitablement, dans la souffrance. Alors toi, tu l'appelles un toc, mais en fait, c'est une souffrance. Ça peut être rigolo, hein, comme ça, de laisser 3 petits pois morts. Je me dis, putain, mais finis-les, mais j'y arrive pas. Par contre, je peux finir mon assiette, mais pas dans les casseroles. Du coup, on a acheté des poules pour être sûr que je puisse jeter, enfin, que je puisse récupérer ce truc-là. Donc, un tout petit truc peut être caché, un iceberg derrière. Ok? Un jour, on en a marre de ces schémas karmiques et on décide d'entreprendre une quête. On se dit non, mais c'est bon maintenant. On va changer les choses, on va s'inscrire à un soin gratuit, on va tester le yoga, on va venir à une méditation, etc., etc.
Et ça, en sanskrit, on l'appelle jnana. Jnana, ça veut dire quête de soi, recherche. Je vais entreprendre une recherche. Je veux changer des choses. Je vais prendre une formation, je vais lire des bouquins, je vais commencer à reprendre des cours de catéchisme, parce que ça peut être religieux, hein, ça peut être peu importe ce qu'on fait. Je me mets au yoga, souvent c'est là. Je recherche jnana et inévitablement j'arrive à une autre étape qui est très dure, qui s'appelle bhakti. Et bhakti, si vous deviez le traduire en français, ça veut dire la dévotion. La dévotion, c'est, ok, je comprends que j'ai des schémas, des afflictions, on appelle ça même dans le yoga, qui me bouffent la vie, qui sont pas corrects, qui m'empêchent de voir qui je suis réellement. Ces trucs-là, les petits poids, les machins, le boulot, les burn-out, etc. Je ne sais pas qui je suis, mais si je lâche pas prise, je ne le saurai jamais. Si j'apprends pas à faire confiance en la vie, je ne pourrai jamais savoir qui je suis vraiment. Bhakti, c'est la dévotion, pas la dévotion en un Dieu. Ça peut, hein, pour des traits spirituels ou des croyants, tu peux vouer ta vie à Krishna, à Bouddha, il n'y a pas de souci. Là, je vous parle de lâcher prise et de faire confiance en la vie. Parce que tant qu'on ne passe pas ces étapes-là, on ne sait pas qui on est. Et inévitablement, une fois qu'on a passé ces étapes-là, on arrive au dharma. Là, par contre, c'est la définition que tu as donnée tout à l'heure. C'est quoi? Tu avais dit quoi? Ce pourquoi on est. Ouais, alors, en fait, la traduction vraiment précise du dharma, c'est ce qui doit être accompli. En fait, c'est une fois que j'ai réparti mon énergie entre le haut et le bas, que je suis enracinée, mais que j'ai aussi ouvert mes canaux de médiumnité, qu'est-ce que je fais avec tout ça et pourquoi je suis faite? Si je suis passeuse d'âme, et bien peut-être qu'il y a une nana, je vous encourage à lire son livre, elle s'appelle Christelle Dubois, c'est une médium française. Son livre s'appelle La passeuse d'âme, tu vas adorer. Cette nana, je peux spoiler ou pas? Je peux raconter le livre? Tu vas l'acheter? Non, mais parce que c'est trop croustillant, je ne peux pas le garder pour moi. Cette femme, elle travaille dans les hôpitaux, elle commence en tant qu'infirmière, puis elle voit des choses, hein, voilà, mais bon, visiblement dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui voient des choses, mais pas forcément. Et puis, au fur et à mesure des années, elle commence à travailler dans le secteur de la gériatrie, et puis elle commence à se passionner pour l'accompagnement de fin de vie. Donc elle aide les personnes à décéder, hein, à leur dire allez lâche, vas-y, tu verras, c'est beau de l'autre côté, ton âme va monter, tu verras, dans quelques jours il y aura de la lumière, vas-y, n'hésite pas, etc. Donc elle se spécialise là-dedans. Et puis au bout d'un moment, elle a fait le tour, elle en a marre des hôpitaux, elle dit ah ben non, mais maintenant j'ai envie d'être thanatopracteur. Donc elle se forme à la thanatopratie et elle est passionnée. Donc elle prépare les morts pour leur enterrement. Elle les maquille, elle les habille, etc. Elle raconte son livre, c'est absolument incroyable. Et donc elle raconte qu'elle est en lien avec les morts et qu'elle les prépare en fonction de ce qu'ils ont envie, vu qu'elle est médium. C'est génial quand même. Et puis en discutant avec les morts, elle se rend compte qu'en fait, 90% des morts n'aiment pas leur enterrement. Ben ouais. En fait, ils n'ont pas envie que tout le monde soit en noir. Ils n'ont pas envie qu'il n'y ait pas les petits-enfants. Ils n'ont pas envie d'être enterrés ou ils n'ont pas envie d'être incinérés. Ils n'ont pas envie d'être à côté de Tata Jacqueline au cimetière. Ils n'ont pas envie d'avoir du Johnny Hallyday, mais plutôt le jour d'église. Parce que c'est vrai, qui prépare son enterrement? Personne. Bah, moi, j'y pense de plus en plus, mais faudrait qu'on en parle. Ça, elle est là. Ma chérie. Mais moi, je suis complètement à l'aise avec le fait qu'un jour je vais partir, mais moi, personnellement, j'ai pas envie d'être brûlée. J'ai pas envie d'être dans un cercueil. Ça, clairement. En plus, j'ai pas envie que mes enfants payent 15 000 balles pour que je sois en deux planches. Moi, j'aimerais vraiment qu'on me disperse dans une forêt. Mais bon, après, ouais. Ah, bah ça c'est mon rêve. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et elle, son nouveau métier, elle est en Bretagne, hein, maintenant, elle fait le lien entre les morts et les familles pour créer les enterrements de rêve. C'est pas génial ça? C'est incroyable, hein? Donc vous voyez que la médiumnité, ça sert. Alors là, on parle d'un domaine qui n'est pas très cool, mais mes élèves qui ont
Master Arkema. Après la formation de bioénergie, il a ouvert tous ses chakras. En tout cas, il les a équilibrés. Aujourd'hui, il donne des conférences sur l'écologie dans les lycées. J'en ai une autre assistante de direction, elle a ouvert son food truck vegan. J'en ai une autre coiffeuse. Aujourd'hui, elle est devenue coiffeuse spécialisée pour les femmes qui ont des cancers féminins. J'ai une chirurgienne qui a fait la formation l'année dernière. Donc tous, ce qu'on fait dans la formation, c'est ça. J'ai pas l'intention d'emmener mes enfants, les élèves vers le dharma, mais en tout cas, on s'y rapproche petit à petit, on comprend le processus. La chirurgienne que j'ai eue, qui vient encore à mes cours de yoga, elle me dit c'est incroyable, depuis que j'ai tout ouvert, mes patients cicatrisent 2 fois plus vite quand elle opère les gens. Donc vous voyez, ce sont des gens, ils ne vont pas du jour au lendemain être magnétiseurs, médiums, machin, comme tout le monde veut. Non, ils restent dans ce qu'ils sont, mais ils développent petit à petit. Ils sont dans ce qu'on appelle une progression graduelle, et c'est ça, la progression graduelle. Et inévitablement, quand on trouve son dharma, c'est-à-dire ce qu'on a un peu décidé avant de s'incarner là-haut, tu vas descendre, qu'est-ce que tu veux faire toi? Allez, moi je vais être enseignante, je vais enseigner le yoga. Allez, vas-y. Mais attends, choisis quand même une famille qui te fait bien douiller avant de comprendre. Ouais, celle-là, elle est pas mal là, ouais. Le restaurant là, ouais. Vers l'hôpital à Sainte-Foy, ouais, vas-y, descends. Ils verront rien, tu verras, ils ont trop de boulot. Vas-y, va vite ta blessure d'abandon avec eux là. C'est comme ça que ça marche. Et après, une fois qu'on a compris, et plus. Vous savez ce qu'on dit dans la spiritualité? Est-ce que vous connaissez la différence entre la spiritualité et la religion? La religion s'inspire de la spiritualité, mais la religion c'est une secte, c'est une structure qui utilise la spiritualité pour faire passer son enseignement. Ouais, c'est pas mal. Après, attention, il y a des religieux aussi. Non, ça, il y a plus de spirituel que religieux. Non, en fait, on dit dans le monde du yoga que la religion c'est pour ceux qui ont peur d'aller en enfer. La spiritualité c'est pour ceux qui y sont déjà allés. J'aime bien parce que je pense que c'est pas faux en fait. C'est par nos blessures. Les personnes spirituelles, ce sont